Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La nouvelle équipe dirigeante de la Chine a été dévoilée lors du 19e congrès du Parti communiste chinois. Et le président chinois Xi Jinping a rencontré la presse chinoise et étrangère afin de présenter les grandes orientations du pays pour les 5 prochaines années. Quelles sont les nouveautés et les réformes qui vont marquer cette nouvelle période? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. Le comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, l'organe politique suprême, est composé de 7 personnes. Xi Jinping, qui est membre du comité depuis 2007, en a été élu secrétaire général. Il est aussi président de la République populaire de Chine, président de la commission militaire centrale du PCC et président de la commission militaire centrale de la RPC. Un autre visage familier dans ce comité est Li Keqiang. Il est aussi à la tête du Conseil d'État et secrétaire de son groupe PCC dirigeant. Avant d'intégrer le comité, Li Keqiang était responsable du parti dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. 5 dirigeants qui intègrent l'organe décisionnel suprême sont nouvellement élus. Li Jianshu est actuellement secrétaire du comité central du PCC, directeur du bureau général du CC du PCC et secrétaire du comité de travail des organes relevant directement du comité central du PCC. De 2010 à 2013, il a été président du comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale du Guizhou. Wang Yang est vice-premier ministre au Conseil d'État et membre du groupe dirigeant du PCC. Il fut aussi pendant un temps chef du parti des comités du PCC de la municipalité de Chongqing et de la province du Guangdong. Wang Huning est membre à part entière du comité central du PCC depuis 2002 et est actuellement directeur du centre de recherche sur les politiques du CC du PCC. Zhao Leqi est un autre dirigeant qui intègre pour la première fois l'organe suprême de décision. Il est aussi à la tête de la commission centrale de l'inspection de la discipline du PCC. Zhao Leqi est aussi secrétaire du comité central du PCC et président du département de l'organisation du comité central du PCC. Et enfin, Han Zhang. Il a été sélectionné comme chef du parti à Shanghai en 2012. Avant cela, Han Zhang a servi comme maire de Shanghai pendant près d'une décennie. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 invités. Monsieur Ding Yifan, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et Monsieur Wang Kun, vous êtes professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Alors, on a constaté dans le reportage que les nouveaux membres du comité central sont tous issus de la même génération. Et quelles sont vos impressions d'ensemble sur cette équipe? La nouvelle équipe dirigeante, c'est-à-dire les membres du bureau politique, et particulièrement les membres permanents du bureau politique, je vois que la totalité des membres du bureau politique ont une riche expérience de l'administration. Ils étaient au niveau du district, au niveau provincial, et certains ont assumé la responsabilité de direction provinciale dans plusieurs provinces de Chine. Donc ces expériences leur permettraient de juger l'évolution de la Chine et de prendre des décisions en prenant compte des particularités de chaque province. Et c'est, d'une certaine manière, c'est la clé de succès de la Chine, parce qu'il pourrait tenir compte à la fois de l'équilibre, donc de l'équilibre national entre différentes régions de Chine, puis ils prendront en considération l'objectif final du développement national. C'est-à-dire tenant compte de la grandeur de la Chine, l'expérience au niveau assez bas, provincial ou encore plus bas est très utile. Oui, justement, en fait, aujourd'hui, pour la Chine, dans les 5 années à venir, nous allons évoquer tout à l'heure, en fait, dans le rapport du 19e congrès du parti fait par M. Xi Jinping, il y a cette question qui a été soulevée, c'est-à-dire que la Chine va atteindre un niveau d'aisance moyenne pour toute la population, ce qui veut dire que nous allons réfléchir davantage au partage des richesses qu'on a créées à totalité de la population de Chine.
Alors, on a constaté qu'au moment de l'ouverture du congrès, le président a fait un rapport, vous avez évoqué aussi, le rapport a duré plus de 3 heures. Et c'est un rapport très, 3 heures et demie, et c'est un rapport très long parce que il a couvert presque tous les aspects de la vie en Chine. Par exemple, il a annoncé que des réformes vont être lancées ou approfondies dans le domaine médical, dans le secteur immobilier, dans l'éducation, dans l'environnement, etc. Et quelles sont les réformes qui vous semblent les plus importantes? En fait, pour les 5 dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès, particulièrement dans le domaine de politique sociale. Je pense que c'est là que la Chine a réalisé la plus grande prouesse, en fait. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de progrès, d'abord pour promouvoir la réalisation d'un réseau de protection sociale. L'assurance maladie, l'assurance retraite, l'assurance chômage et en fait le paiement minimum des gens pour les gens qui n'ont pas de ressources de vie, etc. Tout le système de protection sociale a été créé, établi et réalisé. C'est quelque chose de très important. Parce que même en comparaison avec la superpuissance de notre monde, les États-Unis, eh bien, avec l'arrivée du président Trump, ils sont en train de démolir l'assurance maladie. Par exemple, tous les Américains ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Et tandis qu'en Chine, nous avons réalisé cela. Le deuxième secteur, c'est la réduction de la pauvreté. On a réussi en 5 ans à sortir plus de 60 millions de personnes de la pauvreté. C'est aussi un exploit. Et ça veut dire que tous les ans, en moyenne, on a réussi à faire sortir plus de 10 millions de personnes de la pauvreté. Et en plus, dans le rapport général, le secrétaire général Xi Jinping a souligné que dans les 5 ans à venir, c'est-à-dire avant la fin du 10e congrès, eh bien, la Chine va continuer ses efforts de la réduction de pauvreté. On va faire en sorte que le reste de cette population, il y a à peu près encore plus de 30 millions de personnes qui vivent aujourd'hui encore en dessous du seuil de la pauvreté. Toute la population chinoise sera théoriquement, avant la fin du 2e congrès, en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que la Chine aurait complètement éradiqué la pauvreté. C'est un succès social énorme. Mais pensez-vous que c'est un objectif réaliste? Je pense que, vu le résultat arrivé pour ces 5 dernières années, on a de bonnes raisons pour croire que finalement c'est faisable. Pour l'éradication de la pauvreté, en fait, depuis ces 5 dernières années, la Chine a fait beaucoup d'efforts pour déployer des mesures très importantes dans la mesure où on peut apporter de l'aide à ces populations qui ont été prises en compte auparavant, mais les mesures n'ont pas été au niveau, c'est-à-dire que les manières qu'on utilisait auparavant pour éradiquer la pauvreté étaient de donner directement de l'aide, alors qu'aujourd'hui, les moyens qu'on utilise est beaucoup plus précis avec les plans de solutions pour sortir de la pauvreté, de donner un modèle de production et de vie plus durable à la population pour leur donner à la fois de l'aide financière mais aussi de technologie de savoir, donc ce qui implique beaucoup d'autres services comme donc le mode de production, de savoir d'exploiter les ressources locales ainsi que l'éducation des enfants. Il y a un plan complet qui ont été apportés aux endroits les plus reculés de la Chine pour aider les gens à sortir de la pauvreté. Donc ça, c'est d'une façon plus précise, bien ciblée et de façon durable par rapport au plan qu'on avait auparavant. Donc c'est un exemple éminent pour montrer qu'aujourd'hui, en Chine, nous avons en fait une série de moyens ou d'outils pour aider les gens à mieux mener leur vie, c'est-à-dire que cela pourrait comprendre, comme M. Ding avait évoqué, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, mais surtout
l'éducation. L'éducation est très importante pour donc éveiller la conscience des enfants pour aller plus loin dans leurs études et en même temps, ce qui a été évoqué dans le rapport, c'est-à-dire à un moment donné, on pourrait penser à prolonger l'éducation obligatoire des Chinois de 9 ans d'aujourd'hui à 12 ans dans le futur. Donc l'éducation est un facteur très important. Et en plus, la recherche d'emploi. Aujourd'hui, la Chine aide beaucoup de personnes, surtout les jeunes, à trouver de l'emploi qui leur sont adaptés. Donc il y a aussi la considération des situations particulières comme les personnes handicapées, d'autres populations vulnérables de cette société. Donc dans l'ensemble, nous avons une série d'outils pour pouvoir réaliser cet objectif. Alors maintenant, nous allons tourner notre regard un peu vers la relation de la Chine avec le reste du monde. On voit que l'année 2018 va marquer le 40e anniversaire du lancement de la réforme et de l'ouverture de la Chine. On a parlé beaucoup de réformes et on va parler un peu plus tard de l'ouverture. On va voir comment la Chine va-t-elle poursuivre cette politique globale dans le futur. Et avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. Le PIB chinois a augmenté de 50 fois ces 40 dernières années. Tout commence depuis la politique de la réforme et de l'ouverture qui est menée en 1978. Désormais, la Chine se focalise sur le développement économique en appliquant une réforme nationale et une ouverture à l'extérieur dans tous les domaines. Résultat, de grands changements. Après le 14e congrès national du PCC en 1992, c'est la 3e génération de dirigeants du PCC qui est au pouvoir. Pendant ces 2 mandats, la Chine a connu une croissance nationale forte telle que son PIB quadruplé entre 1980 et 1995, les retours de Hong Kong et Macao, le lancement de son premier vaisseau spatial. À l'international, exonération des dettes en 2000 de 1,3 milliard de dollars des 31 pays africains pauvres. Adhésion à l'OMC. Le PIB chinois dépasse 1400 milliards de dollars l'année d'après. Avec une économie internationalisée, les valeurs de mondialisation des Chinois ont été largement renforcées. Après le 16e congrès national du PCC en 2002, la 4e génération du dirigeant du PCC prend le pouvoir. Depuis, la Chine a lancé son premier vol spatial habité, popularisé l'instruction obligatoire, accueilli les Jeux Olympiques de 2008 et mis en place son premier TGV. En 2011, le PIB chinois par habitant a atteint un niveau intermédiaire de la tranche supérieure. Après le 18e congrès national du PCC en 2012, la 5e et actuelle génération de dirigeants du PCC a pris ses fonctions. La Chine a depuis obtenu d'excellents résultats dans la lutte anticorruption ainsi que dans la gouvernance internationale. Plus de 200 hauts fonctionnaires ont été condamnés depuis 2012. L'assurance médicale couvre 1,3 milliard de Chinois en 2015. Le prix de l'immobilier baisse en douceur. Sur le plan mondial, la Chine a promis de réduire de 40% ses émissions de carbone au sommet de Copenhague sur le climat. L'initiative Ceinture et Route est en marche et promouvra la coopération gagnant-gagnant d'une trentaine de pays riverains. Mention spéciale pour le G20 à Hangzhou et pour le sommet des BRICS à Xiamen, où la Chine joue toujours un rôle très important dans l'économie internationale. 96 ans après la naissance du PCC, ses membres sont passés d'une dizaine à plus de 89 millions d'individus. Rappelons que la Chine n'était pas capable de produire des allumettes à cette époque. Aujourd'hui, elle est la 2e économie du monde. Alors, on a vu que le président chinois a réaffirmé dans son rapport que la Chine va s'ouvrir davantage au monde. Par exemple, il a promis un assouplissement des conditions d'accès au marché chinois, plus d'ouverture dans le secteur des services et un traitement équitable pour les investisseurs étrangers et les entreprises enregistrées en Chine. Comment font-ils interpréter ces engagements concrets? En fait, les vétérans chinois, par le rapport général du parti, peut montrer au monde que l'économie chinoise est très ouverte. Et d'autant plus que la Chine va s'ouvrir davantage à l'extérieur pour accueillir les investisseurs, pour accueillir l'arrivée des étrangers, que ce soit du personnel, du capital, etc. Je pense que, en fait, il y a un économiste américain qui a fait une mesure d'analyse de l'ouverture de l'économie, des économies différentes.
celle de Chine, celle du Japon et celle des États-Unis. En fait, sa conclusion est remarquable parce qu'il dit que finalement, l'économie chinoise est doublement plus ouverte que celle des États-Unis. Elle est triplement plus ouverte que celle du Japon. Donc finalement, l'économie chinoise est la plus ouverte du monde. Et de ce point de vue, je pense que finalement, si parfois on entend des hommes d'affaires étrangers se plaindre sur des mesures administratives de la Chine, disant que finalement, il y a encore des marges de manœuvre en Chine, en fait, par le rapport général, le président Xi Jinping a laissé entendre qu'on peut faire encore un effort pour ouvrir davantage le marché chinois aux étrangers. Mais le problème, c'est que je pense qu'avec l'ouverture de la Chine, ils vont se faire encore plus de soucis. Parce que déjà, de plus en plus, les grandes sociétés multinationales réalisent des profits plus importants en Chine que dans leur marché domestique. Donc de plus en plus, ces entreprises vont devenir chinoises. C'est pour ça que Donald Trump se fait des soucis. Le nouveau président américain veut faire en sorte que les entreprises américaines retournent aux États-Unis. Et si les entreprises font plus de profits en Chine, pourquoi voulez-vous qu'elles reviennent aux États-Unis? C'est un véritable problème. C'est un véritable dilemme, en fait. C'est toujours un dilemme. Pour, les hommes d'affaires sont toujours un dilemme pour les politiciens. La part de contribution de la Chine dans les organisations internationales, dans les différents organismes de régulation au niveau mondial sont de plus en plus importantes. Cela montre que la Chine joue un rôle davantage, donc s'engage dans sa responsabilité envers le monde entier. Et donc elle a réaffirmé sa volonté d'aller vers le monde, mais en même temps d'insister sur le fait que le monde extérieur est bienvenu en Chine. En fait, le président chinois a dans son discours aussi évoqué l'histoire de la Chine. Quand il parle de la relation entre la Chine et le reste du monde, il a évoqué ses heures de gloire, mais aussi les souffrances et les nombreuses luttes du peuple chinois pour obtenir une vie meilleure. Et selon vous, comment l'histoire de la Chine influence-t-elle sa diplomatie actuelle? Ça veut dire que finalement, si on regarde, parce que depuis un certain temps, on est tenté de regarder seulement la période où la Chine a beaucoup souffert. La Chine a beaucoup souffert d'abord de l'invasion, en fait, carrément de l'invasion des anciennes puissances coloniales, d'abord européennes, puis japonaises, etc. Et donc, durant cette courte période de l'histoire, le peuple chinois a dû se battre pour avoir sa libération. C'est pour ça que l'armée chinoise est toujours appelée l'armée de la libération. C'est un peu dû à cette période. Mais si on regarde un peu la longue histoire des relations entre la Chine et le reste du monde, eh bien, la Chine était plutôt confiante depuis des années et des années. En fait, il y a un historien économique néerlandais qui a fait une analyse de la Chine avec le reste du monde depuis 970. Bien sûr, c'est une analyse de très longue haleine, jusqu'à 2030. Et en fait, il dit que depuis 970 à 1820, la Chine était toujours la plus grande puissance du monde, la plus ouverte du monde, et puis les relations entre la Chine et le reste du monde étaient des relations très amicales. En fait, la Chine n'a jamais voulu utiliser sa puissance pour dominer le monde. Au contraire, la Chine a exporté ses technologies, a exporté ses produits de meilleure qualité vers le monde, vers le marché international. C'est pour ça qu'on reparle du renouvellement de la route de la soie. Parce que la route de la soie a été le chemin commercial entre la Chine et le reste du monde. Mais à l'époque, le reste du monde, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Europe, etc. C'est les hommes d'affaires principalement perses,
arabes pour vendre des produits chinois aux Européens. C'était ça. Donc, de ce point de vue, je pense que l'histoire est quelque chose qui marque la politique étrangère de Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, est devenue puissante et les dirigeants chinois ont plutôt confiance dans leur politique étrangère. Et la Chine, par le lancement des initiatives du renouvellement des routes de la soie, en fait, la Chine veut exporter ses fruits du développement vers l'extérieur. Et je pense que c'est ça l'histoire. Donc je pense que M. Xi Jinping a tout à fait raison de rappeler qu'en fait il y a l'histoire courte et l'histoire longue. C'est-à-dire en termes de l'histoire longue, la Chine a depuis longtemps été un pays puissant mais pacifique dans sa région et joue un rôle stabilisateur en raison de sa structure et ses types de relations avec les pays voisins. Mais c'est à partir de la révolution industrielle et la colonisation que la Chine est tombée dans une période douloureuse de la lutte contre la colonisation des colonisateurs. Ce n'est pas vraiment total, la colonisation totale, c'est pas... Non, voilà, la Chine n'a pas été complètement colonisée. La Chine a été tombée pour une partie dans la main des colonisateurs, mais la Chine s'est libérée dans son histoire à travers les luttes et à plusieurs fois la révolution, sortir à la fois des jougs du féodalisme et ensuite du colonialisme pour reprendre son indépendance et retrouver son chemin d'aujourd'hui. Donc cette période douloureuse de lutte que la Chine partage avec beaucoup de pays du monde, par exemple beaucoup de pays colonisés en Afrique, en Amérique latine. Donc en fait la Chine a compris que ce n'est pas une bonne voie à pratiquer. Donc c'est l'élévation en termes économiques et politiques de la Chine sur la scène mondiale doivent engager dans une voie pacifique. Donc c'est le principe que nous avons énoncé en monde dans les années 50 et nous avons tenu jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la croissance économique et le regain de puissance dans le monde ne doit pas gêner les deux thèmes principaux ou majeurs du monde entier, c'est-à-dire c'est la paix et le développement. Donc je crois que c'est pour cela que M. Xi Jinping avait évoqué plusieurs fois sur la scène internationale que la Chine est un lion qui est réveillé, mais c'est un lion pacifique. Mais il y a un autre contraste concernant la Chine, c'est que son poids économique au total est considérable au niveau mondial. Mais si on regarde le revenu moyen par habitant, c'est encore assez bas et le président n'a pas manqué d'évoquer que la Chine restera pendant longtemps dans la phase primaire du socialisme à la chinoise. Alors est-ce que ce contraste va-t-elle avoir une influence sur la diplomatie chinoise ou la relation qu'entretient la Chine avec le reste du monde, monsieur? C'est pour ça que le président Xi Jinping a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la Chine est un pays socialiste, avec ses caractéristiques. Donc je pense que ça joint plus ou moins aux traditions chinoises, parce que les valeurs traditionnelles de la société chinoise insistent beaucoup sur le collectivisme. Le socialisme, c'est quoi? C'est le collectivisme, c'est le soin porté à toute la population, etc. Et de ce point de vue, le PIB par tête habitant compte. Bien sûr, si on mesure l'économie chinoise par la parité de pouvoir d'achat, on est déjà la première économie du monde. Mais même si on mesure par la parité de pouvoir d'achat, le revenu par tête habitant est inférieur à la plupart des pays développés. Et de ce point de vue, nous avons encore un long chemin à parcourir. C'est pour ça que nous avons des projets dits de 2 centenaires. Et on pense que si on continue à faire des efforts, à l'échéance de 2049, donc au centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, eh bien à ce moment-là, normalement, on devrait arriver au niveau, même
par tête d'habitant, le PIB de Chine serait au niveau des pays développés. Le président a invité vers la fin du discours, il a invité les journalistes étrangers à se rendre en Chine pour mieux comprendre le pays. Et on a vu dans la salle et aussi pendant tout le congrès qu'il y a beaucoup de journalistes étrangers qui sont venus pour couvrir l'événement. Alors, vous avez travaillé comme journaliste pendant longtemps. Et dans quelle mesure, d'après vous, les journalistes et les médias étrangers influence-t-il les relations entre la Chine et le reste du monde aujourd'hui? Ça dépend parce que, en fait, dans le monde en développement, en fait, la presse joue encore un certain rôle. Tandis que dans le monde développé, le public général garde une certaine distance à la presse. Parce que la presse ne reflète pas toujours correctement ou objectivement la réalité. Regardez ce qui se passe. Non seulement le reportage sur la Chine, mais le reportage ou les critiques de leur propre pays suscitent des réactions très diverses, que ce soit à l'égard de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, que ce soit les campagnes électorales en Europe ou le référendum en Grande-Bretagne pour décider le sort de rester ou non à l'Union européenne. Tout cela suscite des réactions complètement diverses. Donc le public général garde une certaine distance avec la presse, parce que la presse, dans le monde occidental, est devenue, disons, suspecte maintenant. Donc, tandis que cette fois-ci, pour le reportage du 19e congrès, il y a beaucoup de journalistes en provenance des pays en développement. Et ceux-là sont enthousiasmés par le Congrès et je pense qu'ils veulent essayer de s'inspirer de l'expérience chinoise et pour faire connaître l'expérience chinoise à leur public chez eux. Donc je crois que la meilleure façon d'équilibrer le jeu, c'était de donner la parole à tous, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui sur le monde de la presse une trop grande importance de la presse occidentale. Et il y a trop peu de voix pour les journalistes des pays en développement. Alors cette fois-ci, nous avons vu dans la conférence de presse beaucoup de journalistes venant des pays en développement ont posé des questions et ce sont les questions qui leur intéressent. C'est-à-dire que dans leurs questions, ils s'intéressent au modèle de développement de la Chine, l'expérience qu'on avait cumulée dans le passé et est-ce que la Chine aura rencontré des problèmes que ces pays-là ont rencontrés, etc. Donc je crois qu'à ce niveau-là, ces journalistes venus des pays en développement, ils ont leur propre compréhension, leur propre regard et interrogation sur la Chine et c'est d'autant plus intéressant que souvent les reportages critiques que font les journaux occidentaux sur la Chine. C'est vrai, la valeur de la Chine aujourd'hui, c'est un peu donner un équilibre entre le monde en développement et le monde développé. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.